Bonjour Versailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous la mobilisation des salariés du golfe de l'Espérance, le coup d'arrêt donné à la persécution des 7 d'Océanis, les députés de Martinique et de Guadeloupe qui interpellent le ministre français de la Justice sur le cas Noël Dofou, la mairie de Fort-de-France qui rebaptise la rue Gallieni, et puis donc un rendez-vous que je vous invite à honorer. Ce sera mercredi prochain, 19, au village de la Résistance. Mobilisation des salariés du golfe de l'Espérance. Le golfe de l'Espérance, situé dans la commune des Trois-Îlets, est une structure gérée par la CTM. Depuis plusieurs années, les salariés du golfe sont en butte à de nombreuses difficultés liées à son dysfonctionnement. Ils se sont mis en grève lundi 3 avril et ont bloqué les accès du site afin de protester contre les défaillances dans l'entretien du golfe, l'altération du service rendu à la clientèle et le manque de moyens en personnel et en matériel. Ces problèmes existent depuis plusieurs années, mais il y a 2 mois de cela, ils se sont grevés de panne des terminaux de paiement électronique qui permettent les encaissements par carte bancaire. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et a conduit au basculement en faveur d'une mobilisation. Et à la suite de cela, une délégation de grévistes a été reçue par la CTM qui s'est engagée à résoudre les problèmes rencontrés et à améliorer la situation. Coup d'arrêt à la persécution des 7 d'Océanis. Les 7 d'Océanis, ainsi sont dénommés les 7 militants antichlordécone poursuivis de façon impitoyable par le pouvoir colonial. Tout d'abord par les forces de l'ordre colonial français et ensuite par la justice coloniale française. Cette dernière prenant le relais des premières dans la persécution des personnes qui se sont mis debout pour dénoncer les criminels de l'humanité que sont les empoisonneurs et leurs complices qui n'ont pas hésité une seule seconde à disposer de la vie du peuple martiniquais comme jadis le faisaient leurs ancêtres avec les esclaves visés. Les atteintes sont considérables. 63% des terres sont empoisonnées, 92% de la population martiniquaise et 95% de celle de la Guadeloupe sont également empoisonnées. Ce sont de véritables génocides par empoisonnement. Pour mémoire, pendant plusieurs mois avant le fameux 23 novembre 2019, point de départ de l'affaire des 7 d'Océanis, des militants antichlordécone se rassemblaient devant les centres commerciaux détenus par le groupe GBH pour exiger au moyen de boycott symbolique que la caste responsable de l'empoisonnement de notre pays et de notre peuple soit reconnue coupable et contrainte à la réparation d'un crime commis en toute conscience. Mais le pouvoir colonial, soucieux des intérêts de la caste, ne l'entendit pas de cette oreille. Le samedi 23 novembre 2019, comme à l'accoutumée, depuis plusieurs week-ends déjà, des militants antichlordécone étaient cette fois-ci rassemblés pacifiquement sur le parking du centre commercial Océanis afin de demander à la population de boycotter ce jour-là au marché Océanis. La manifestation était bon enfant et les militants chantaient. Des militaires venus de la France, spécialement pour la machination orchestrée par le pouvoir colonial, étaient en position. Ils ont commencé par nasser les militants avant de les provoquer en les attaquant au gaz lacrymogène. Pourtant, ce sont des militaires qui se déclarent victimes de violence. Le prétexte était tout trouvé, violence en réunion sur agents dépositaires de l'autorité publique.
Ensuite, le jeudi 28 novembre 2019, le pouvoir colonial décide de rafler 7 militants préalablement ciblés. Les militaires lourdement armés perquisitionnent chez eux au petit matin. Certains ont même pénétré dans une maison en l'absence de ses propriétaires. Ils ont menotté les militants et les ont emmenés dans des gendarmeries différentes, bafouant sciemment les droits de la défense. L'objectif était de les isoler, de rendre difficiles les manifestations de soutien et de les interroger sans qu'ils soient assistés de leurs avocats. Ensuite, ils ont été relâchés après que 3 d'entre eux aient reçu une convocation à une audience du tribunal correctionnel au 13 janvier 2020 à 14 h, selon la procédure de comparution immédiate. Les 4 autres militants ont également été convoqués à la même date, mais en procédure de comparution normale. Un contrôle judiciaire avait été instauré pour 3 d'entre eux avec interdiction de manifester devant les centres commerciaux. Cependant, la résistance s'était activée et plusieurs organisations et artistes avaient appelé à manifester le 13 janvier pour soutenir les militants inquiétés et faire échec à la machination coloniale. Le jour du procès, la population avait répondu en masse à ces appels. Néanmoins, la loi garantissant l'accès du public au tribunal n'a pas été respectée. Un véhicule de police bloquait l'entrée. La cour intérieure était complètement occupée par les policiers. Aux protestations de la foule, les policiers ont répondu par une pluie de gaz lacrymogène, par des grenades de désencerclement, des tirs de LBD. Finalement, le procès chaotique a été reporté au 3 juin 2020, soit 6 jours après la date limite d'une procédure en comparution immédiate. Toutefois, le procès prévu le 3 juin ne s'est pas tenu et a été reporté pour, entre guillemets, raisons de sécurité sanitaire. De report en envoi, l'affaire des 7 dossiers à Nice est venue à l'audience le 5 avril dernier pour la 4e fois. À cette occasion, la défense des accusés a été magistrale. Les nombreuses irrégularités ayant entaché la procédure ont été mises en évidence. Les délais à rallonge qui ne permettent pas de prendre une décision régulière et sereine, la procédure de comparution immédiate qui se trouve hors délai, la confusion irrégulière des procédures, les atteintes flagrantes aux droits de la défense, etc., etc. Les magistrats n'ont donc pu que retenir les nullités avancées par la défense. Le procès est donc retoqué pour faute de procédure. Cette décision frappe de surprise le parquet qui s'est habitué au rejet des nullités de la partie adverse. Par contre, la surprise des militants et de leur soutien est autre, et c'est la joie de la victoire qui a empli leur cœur. Les députés de Martinique et de Guadeloupe interpellent le ministre français de la Justice sur le cas Noël Dufour. Noël Dufour est l'un des grands frères guadeloupéens connus pour leur action sociale auprès du public en difficulté. Il a été arrêté arbitrairement avec plusieurs de ses camarades par les forces de répression coloniale françaises qui sévissent en Guadeloupe. Il a aussitôt été déporté en France et a été détenu pendant plus d'1 an au centre pénitentiaire de Moulins-Isère, à des milliers de kilomètres de sa famille. Depuis 2 mois, il a été transféré au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique. À la fin du mois de mars, la fille de ce dernier est hospitalisée au CHUM Pierre-Zobda Kitman en Martinique pour être soignée. La fillette a une tumeur au cerveau et son pronostic vital est engagé selon ses médecins. Ces derniers ont demandé la présence de son père à son chevet pendant au moins 15 jours. Le magistrat instructeur a accepté cette demande et l'a assorti d'une exécution immédiate. Pourtant, toutes les difficultés sont faites pour que cette petite fille puisse bénéficier du réconfort que lui apporte la présence de son père. C'est donc cette situation profondément inhumaine qui a poussé des députés guadeloupéens et martiniquais à réagir. Jean-Philippe Lino, Giovanni William, Johnny Ajar, Marcelin Nadeau, Élie Califer, Max Mathiazin,
Christian Baptiste et Olivier Servat sont les 8 députés de Guadeloupe et de Martinique qui, dans une lettre commune en date du 6 avril, à l'adresse du ministre français de la Justice, Éric Dupond-Moretti, interpellent donc ce dernier sur l'entrave à l'application d'une décision judiciaire qui permettait à Noël Daufour de se rendre au chevet de sa petite fille malade. Les députés ont demandé que dans cette affaire, la dignité humaine et les droits de l'enfant soient respectés, que Noël Daufour soit autorisé sans délai à se rendre au chevet de son enfant pour la durée nécessaire à son rétablissement, tel qu'évalué par ses médecins. Le colonialisme peut se vanter de sa grande bonté, sa mansuétude et son humanité au travers de campagnes de communication. Seulement son inhumanité étonne et étonnera toujours. La mairie de Fort-de-France rebaptise la rue Gallieni. Il y a plusieurs décennies de cela, le CNCP avait symboliquement rebaptisé la rue Gallieni à Fort-de-France, rue des événements de décembre 59. Cette action s'était accompagnée d'une distribution de tracts informant la population sur les atrocités commises par ce général de l'armée française, notamment à Madagascar, où il était responsable d'une sanglante et terrible répression ayant causé la mort de plus d'un demi-million de Malgaches qui résistaient à l'occupation française. Après sa mort, le 27 mai 1916, des obsèques nationales ont été organisées et le général sanguinaire a été fait maréchal de France à titre posthume le 6 mai 1921. Le titre de maréchal de France est la plus haute distinction militaire française. Cette semaine, la municipalité de Fort-de-France a officiellement rebaptisé la rue qui porte le nom du général sanguinaire, désormais la rue René Acquérin, du nom du professeur martiniquais agrégé d'histoire et de géographie qui a habité la rue et qui, selon Annie Chandé, déléguée à la culture et au patrimoine de la ville de Fort-de-France, a enseigné au collège Renan en Martinique, en Colombie. Il a transmis notre histoire, notamment à la télévision. Il a été de tous les combats anticolonialistes. Un rendez-vous à laquelle je vous propose de vous y rendre en tant qu'Atil, village La Résistance. Ce sera donc mercredi 19 avril prochain à 17h30. Cela se tiendra au village de La Résistance à Fort-de-France dans en tant qu'Atil, village La Résistance. Un moment d'échange et de partage autour du thème les conditions de développement durable pour notre pays. À cette occasion, vous sera présentée l'administration populaire alternative. Voilà, donc nous avons terminé notre petite séance d'information et nous la terminons avec notre parole fondoc. L'ignorance mène toujours à la servitude. Il faut donc que nous soyons vigilants pour rester bien informés. Pour cela, évitez donc d'être manipulés en utilisant les médias alternatifs. Vous pouvez les enrichir de vos informations et de vos connaissances. Vous pourrez consulter gratuitement le journal en ligne du Comité populaire Jikambout que vous pouvez télécharger à partir de la web TV www.jikambouttv.com.